Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille Université et bienvenue à la sixième et dernière conférence du cycle Ouverture. On a organisé ce cycle avec de résidents de l'Institut en septembre et on avait deux ou trois finalités différentes. La première était la suivante. Ce lieu existe depuis 17 ans. Il a accueilli environ 400 chercheurs, scientifiques et artistes venant du monde entier qui passent ici 5 ou 10 mois pour collaborer avec des labos, des collègues et de l'écosystème Aix-Marseille Université. Mais très rarement, on a pensé d'ouvrir un peu une sorte de fenêtre, de vitrine sur ce qui se passe ici au grand public pour aller vite. Et donc, la première envie était celle de faire connaître un peu, de faire participer un peu aussi un autre type de public à ces recherches passionnantes. Et la deuxième était, une raison principale était plutôt liée à une contingence. Les instituts d'études avancées depuis Princeton sont des lieux de recherche libres. Ce sont des espaces de dialogue, des espaces de cohabitation de gens qui viennent du monde entier, qui ont évidemment, ils appartiennent à des disciplines différentes, ils viennent de cultures différentes. Et à une époque où une attaque sans précédent à la liberté de recherche, de création, à la liberté académique a eu lieu, avant tout aux États-Unis, mais même en France, en Europe, il nous a semblé extrêmement important de affirmer que ce lieu, dans la mesure du possible, il restera ouvert et espérons, dans le sens que les temps sont très compliqués, très difficiles, que ce lieu puisse rester aussi un lieu d'échange, de dialogue entre scientifiques, artistes et citoyens. La première conférence qui a lieu en octobre portait sur racisme et antiracisme. La deuxième était liée à la relation entre création artistique et maladie, notamment le cancer. On a eu une conférence sur le prix de la démocratie dans un contexte géopolitique tendu. Une conférence collective à la Friche, la Belle de Mai, sur l'histoire comme discipline contestée et sous attaque aux États-Unis comme en Europe. Et la toute dernière conférence par Abdoulaye, qui est au fond de la salle, avait comme titre Qui veut la peau de l'université aujourd'hui. On termine aujourd'hui avec une conférence de Philippe Albouy, qui est en résidence ici depuis septembre. Et c'est la première fois, à ma connaissance, que l'EMERA organise une conférence publique sur la thématique des neurosciences, à ce niveau-là. Donc, c'était un défi. Il me semble que le défi a été gagné. Donc, je remercie beaucoup Philippe, t'es où, là, d'avoir accepté le rôle de conférencier. Je remercie aussi beaucoup Daniel Schoen pour avoir accepté d'être le discutant de Philippe. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, c'est la première fois que je fais une présentation devant ma femme et mes enfants. Alors, c'est ça qui me stresse le plus. Donc, mon objectif, c'est que mes enfants comprennent. Et si ça passe, je serai très content. Donc, je m'appelle Philippe Albouy, je suis français, mais je vis au Canada, normalement, donc au Québec. Je suis professeur agrégé à l'Université Laval, dans la ville de Québec, et puis chercheur dans des centres de recherche, donc on appelle CERVO et le Centre hospitalier universitaire du CHU de Québec. Et moi, je travaille en neurosciences, et puis surtout en neurosciences cognitives. Et ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les neurosciences peuvent apporter dans la santé, tout d'abord, donc avec des exemples, si possible, assez concrets. Donc, qu'est-ce que les outils de neurosciences qu'on développe peuvent nous permettre de faire pour essayer de guérir certaines maladies. Puis d'ouvrir une discussion donc qui sera plus faite avec Daniel Schoen sur l'émergence de l'intelligence artificielle et de la science ouverte dans notre domaine, et savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, et puis qu'on en discute simplement ensemble. Donc, parmi vous, est-ce que vous êtes familier avec les neurosciences en général? Est-ce qu'il y a des gens, à part les deux personnes de vous, qui sont très OK? Donc, c'est une conférence qui est vraiment grand public, donc je fais des concepts assez larges des neurosciences, et mon objectif, c'est que tout le monde puisse un peu comprendre ce qu'on fait dans nos recherches. Donc, pour ça, je vais d'abord vous proposer de prendre, pour ceux qui ont un téléphone, est-ce que vous avez un téléphone sur vous? Parfait. Je vais vous proposer de scanner ce code ici et, si possible, de répondre. Donc là, c'est plusieurs choix, donc vous pouvez sélectionner plusieurs options à la question à quoi ça sert les neurosciences. Donc c'est parce que je suis curieux de savoir dans le public en général quelle est la perception qu'on a à propos des neurosciences. Donc, à quoi ça sert les neurosciences? Tout d'abord, comprendre le fonctionnement du cerveau pour mieux soigner les maladies. Personne ne sait vraiment, personne n'a choisi ça. Améliorer les capacités, donc ça à 46%. Développer l'intelligence artificielle,
Très bien, il y a très peu de réponses là-dessus. Et faire des expériences que seulement les neuroscientifiques aiment, ça pourtant vous auriez pu mettre. Je m'attendais à 100% pour celle-ci. Donc, c'est bien. Donc, je trouve que vous avez une bonne perception de à quoi ça sert les neurosciences. L'idée générale qu'on fait dans les neurosciences, c'est d'essayer de comprendre l'intégrité d'un système. Et le cerveau humain, on peut considérer que c'est un gros système électrique, où de l'information, qu'on appelle électrochimique, va se balader entre une région qui va émettre un signal et un effecteur, par exemple. Donc le meilleur exemple, on a d'ailleurs une experte mondiale dans la salle aujourd'hui de ce système-là, c'est le système moteur, donc pour les mouvements. Donc par exemple, on va décider, là je vais décider de bouger mon bras, le choix de bouger et les différents mouvements que je vais pouvoir faire, et bien en fait vont être, si vous voulez, la prise de décision se prend ici, puis l'information va se transférer via le système nerveux central et périphérique vers les muscles et le mouvement va se provoquer. Donc si on considère que le cerveau c'est un système électrique qui va permettre d'échanger de l'information entre différentes régions ou jusqu'aux muscles par exemple, ben on peut faire un parallèle avec les grandes lignes haute tension. Et quand on fait une évaluation, si vous voulez, de ce système-là, ce qu'on va essayer de tester principalement, c'est l'intégrité de ce système. Et on a deux types d'intégrité qu'on peut essayer de comprendre. Il y a d'abord l'intégrité qu'on appelle anatomique. Donc là, on est à Marseille, quand il y a du Mistral, beaucoup de Mistral, c'est possible, par exemple, qu'un arbre tombe sur ses fils électriques et coupe les messages. Donc cette intégrité anatomique, c'est l'intégrité structurelle. Il faut que le système fonctionne encore. Donc comme l'homme est très créatif, on a créé quelques outils qui nous permettent de tester cette intégrité-là. Donc est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait des CT scans, donc une radio, généralement de la tête ou de vos... Donc là, c'est pour voir à l'intérieur, parce qu'on n'est pas en mesure ici de voir quand on regarde directement, si en fait, il y a une anomalie dans le cerveau. Donc ça marche un peu avec des rayons X. Je prends encore le téléphone juste pour montrer un petit peu l'exemple. C'est un mécanisme d'absorption d'ondes lumineuses. Donc si je prends mon téléphone et je mets une lumière, est-ce que la lumière traverse à travers le bout de mon doigt ici? Donc ça veut dire que là, elle va traverser des tissus mous, qui ont un coefficient d'absorption très très faible. Si je me déplace un peu plus dans ma main, vous voyez, est-ce que ça continue de traverser? Oui, mais c'est de moins en moins absorbé. Puis je continue ici vers le centre. Ici, voilà, on ne la voit plus. Ça veut dire que les différents tissus, ils ont différents coefficients d'absorption de ces rayons X. Et c'est ça qui émerge quand on fait cette imagerie-là. Ça nous permet en fait de regarder l'intérieur de la tête, les os, le liquide céphalorachidien, c'est du liquide dans les ventricules au milieu de la tête, et les tissus cérébraux, ça permet de tester l'intégrité de ce système-là. On a d'autres options pour faire ça. On a l'imagerie par résonance magnétique, qui, elle, s'intéresse aux propriétés plutôt magnétiques des tissus, qui sont différentes en fonction des différents tissus. Et la combinaison de ces deux méthodes-là, donc on a l'IRM anatomique qui permet de regarder ici, par exemple, on a des coupes de cerveau, on va pouvoir regarder l'intégrité de la matière grise, c'est là où on a les corps cellulaires des neurones, et l'intégrité de la matière blanche, ça c'est plutôt les gros fils de connexion entre les différentes régions cérébrales. Et on a une autre approche qui s'appelle l'IRM de diffusion qui, elle, permet directement de tester l'intégrité des câbles entre les différentes régions. Donc on a des beaux outils en neuroimagerie qui nous permettent de voir si notre système électrique est fonctionnel. Bon, pas en tout cas fonctionnel, mais s'il est intègre d'un point de vue anatomique. Si tous les câbles sont encore là et s'il n'y a pas d'anomalie. Une anomalie, ça peut être un AVC, ça peut être une tumeur, ça peut être un traumatisme ou ce genre de choses. Ces anomalies-là, on pourrait voir avec ces deux approches-là. En plus de l'intégrité anatomique, quelque chose qu'on vise à tester, c'est l'intégrité qu'on appelle fonctionnelle. Ici, l'idée, c'est que nos réseaux électriques sont toujours là. On ne voit pas apparemment de coupure ou une colonne qui puisse être tombée, donc les câbles sont encore là, le système est présent. Cependant, ça fonctionne mal. Et ça fonctionne mal parce que est-ce qu'il y a un relais qui est dysfonctionnel, qui envoie trop d'électricité, ou est-ce qu'il en envoie moins? Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit en mesure de tester aussi. Donc c'est l'intégrité fonctionnelle de notre système. Si on fait donc ce parallèle-là, et qu'on considère le cerveau comme étant un système électrique, et bien en fait, on va essayer, avec nos outils de neuroimagerie, de tester comment cette électricité-là, dans un réseau qui apparemment est intègre, on va essayer de comprendre comment cette information va se véhiculer et si le système est intègre. Donc on a nos cellules neuronales
qui vont émettre un signal électrique et transférer de l'information aux autres cellules via une synapse. Notre objectif à nous, comme il y a des millions de neurones qui interagissent ensemble, notre objectif à nous, c'est d'essayer d'être en mesure de mesurer cette activité-là pour voir si le système fonctionne chez l'homme. Pour ça, comme on est très ingénieux, on a développé des outils qui permettent de tester l'intégrité fonctionnelle électrique du cerveau en essayant d'étudier l'activité des cellules qui composent le système nerveux central, donc des neurones. Donc pour ça, il y a différents outils qui ont été développés, que je ne vais pas rentrer en détail sur les différentes approches, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des méthodes qui nous permettent, chez le sujet sain, mais aussi chez les patients, d'essayer de comprendre l'activité électrique de notre cerveau. Donc on a l'électroencéphalographie, où on va placer des électrodes sur le cerveau de notre sujet pour tester justement l'intégrité fonctionnelle du système. On a aussi d'autres approches qu'on appelle la magnétoencéphalographie. Ici, on mesure les courants magnétiques qui sont associés au courant, les champs magnétiques qui sont associés au courant électrique chez nos patients. Donc, on a des beaux outils pour estimer cette intégrité fonctionnelle. Et maintenant, étant donné qu'on s'intéresse particulièrement à l'activité électrique, donc à l'électrophysiologie, est-ce que vous connaissez une maladie du cerveau qui est causée par des perturbations dans l'activité électrique? Est-ce que vous avez une idée de l'épilepsie? Okay. Est-ce que vous êtes familier avec l'épilepsie? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que dans votre environnement, dans votre famille? Est-ce que quelqu'un qui est familier pourrait me dire en 2 mots qu'est-ce que vous comprenez de l'épilepsie? Qu'est-ce que vous connaissez de l'épilepsie? Je vous ai vu lever la main là-bas. Oui? Ça va plus être une maladie neurodégénérative. Donc dans l'épilepsie, on se concentre vraiment sur l'activité électrique. Donc c'est-à-dire dans l'activité électrique de notre cerveau va être d'une façon ou d'une autre anormale suite à une anomalie anatomique. Et en fait, je peux vous décrire un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc cette l'épilepsie, en fait, elle peut être causée par de nombreuses choses. Ça peut être des AVC, ça peut être un traumatisme crânien, ça peut être une dysplasie, donc une anomalie qui va être par exemple structurelle, qui peut provoquer des anomalies électriques dans le cerveau. Et ça correspond en fait, et cette anomalie d'activité, ça va provoquer des signes et des symptômes transitoires que le patient va vivre. En fonction de l'endroit où ça se situe dans le cerveau, les manifestations et les signes qu'on va observer vont être très différentes. Certaines crises sont très motrices. Pour d'autres, ça va être dans des réseaux qui sont plus, par exemple, émotionnels. On a eu des patients pour qui la crise d'épilepsie était associée à une sensation de douleur. Pour d'autres patients, c'était des sensations de brûlure, par exemple, qui peuvent émerger. Et ça dépend, évidemment, dans quelle région du cerveau on va observer ça. Et ces symptômes, ils arrivent et sont associés, en fait, à une activité anormale et excessive d'une région cérébrale ou de plusieurs régions cérébrales. Donc on appelle ça une hypersynchronie neuronale. Donc si on compare par exemple l'activité typique dans une région cérébrale, on la compare à une activité dans une région épileptique, vous voyez donc à droite pour une zone épileptogène, en fait on comprend juste qu'il y a beaucoup trop d'informations qui est envoyée. Et cette grosse quantité d'informations-là, en fait elle va se propager dans les autres régions du cerveau et ça va provoquer les symptômes qu'on va observer. Évidemment, donc, quand on a ce type de crise, ça va provoquer en fait, des conséquences déjà sur le système nerveux, donc des conséquences neurobiologiques, des conséquences cognitives, donc en fonction du système cérébral qui est affecté par l'épilepsie, ça peut affecter la mémoire, ça peut affecter l'attention, ça peut affecter nos capacités motrices. Et ceci, ça a un impact psychologique chez les patients, donc c'est très dur de vivre avec une épilepsie, surtout avec des crises répétées, et des impacts aussi sociaux. Donc souvent, les patients ne peuvent pas conduire, majoritairement, ils ne peuvent pas travailler. Il y a 2 types un peu d'épilepsie qui sont définis. On a l'épilepsie qu'on appelle généralisée, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs foyers dans le cerveau qui ont cette activité électrique anormale. Et l'activité va se propager dans les autres réseaux. Et on a une épilepsie qui est un tout petit peu plus facile à traiter, qu'on appelle l'épilepsie focale.
Donc l'épilepsie focale, c'est que l'anomalie est observée dans une région circonscrite, dans une région particulière du cerveau. Et quelque chose qui est important de savoir par rapport à l'épilepsie, c'est que chez 30% des patients, ils sont atteints de quelque chose qu'on dit la pharmacorésistance. Donc on leur donne des médicaments antiépileptiques et ils font quand même des crises. Chez ces patients-là, si l'épilepsie elle est focale, donc c'est-à-dire que c'est une seule région du cerveau qui montre une anomalie, et que ces patients sont pharmacorésistants, donc malgré les médicaments, ils font encore beaucoup de crises, la solution qui peut leur être proposée, c'est quelque chose qu'on appelle la chirurgie de l'épilepsie. Donc une chirurgie de l'épilepsie, ça va viser à faire une résection chirurgicale de la zone épileptogène, donc de la zone qui est responsable des crises. Résection chirurgicale où il y a des autres approches qu'on appelle aussi thermocoagulation, on va brûler la zone malade. Mais pour faire ça, vous êtes d'accord qu'avant de faire une chirurgie qui vise à retirer une partie du cerveau, il faut qu'on soit tout d'abord certain de la zone à retirer. Et pour ça, donc, en collaboration avec deux médecins au CHU de Québec, donc Paul Lessard-Bonaventure, qui est neurochirurgienne, et Laurence Martineau, qui est neurologue, on a développé un programme de stéréoélectroencéphalographie. Donc ici, on va implanter des électrodes profondes dans le cerveau des patients, dans le but d'identifier la zone épileptogène, de confirmer sa localisation. Ces électrodes-là, elles permettent à la fois d'enregistrer l'activité du cerveau, mais aussi de stimuler le cerveau. Donc, en stimulant chaque petit point jaune que vous voyez ici sur les électrodes, on va avoir pour objectif de provoquer des crises chez les patients, et ces crises doivent être strictement similaires à ce que le patient vit quand la crise se génère par elle-même. En plus de cela, on va essayer de prédire si la résection de la zone épileptogène va avoir des conséquences pour la vie du patient. Donc ces approches de stéréoélectroencéphalographie, les patients viennent à l'hôpital et vont rester en moyenne 10 jours à 2 semaines avec les électrodes implantées, avec un enregistrement 24 heures sur 24. L'objectif, c'est d'abord, donc ça c'est un travail donc, en collaboration avec de nombreux chercheurs, donc j'ai listé les noms ici. L'objectif est d'abord de confirmer la zone épileptogène. C'est-à-dire qu'on a une hypothèse concernant, étant donné qu'on connaît les symptômes et les signes associés aux crises, donc si c'est une crise par exemple motrice, on va aller regarder vers les régions motrices et en utilisant aussi d'autres outils de neuroimagerie non invasifs, on va planifier l'implantation des électrodes. L'objectif, c'est ensuite d'avoir une électrode qui est au bon endroit et de bien valider que cette région qu'on a ciblée avec les électrodes profondes est la région qui est responsable des crises. Donc ça, on appelle ça des cartes d'épileptogénicité. Donc c'est quelque chose qu'on développe au laboratoire et qu'on fait justement pour la clinique, avec l'objectif de confirmer, regardez ici, c'est la zone en jaune à partir de laquelle démarre la crise, avant que celle-ci se propage. Donc on fait ça depuis 2021. Donc on a une nouvelle infrastructure à Québec qui nous permet de tester 2 fois plus de patients épileptiques. Donc on a à peu près 10 patients adultes par an qu'on est en mesure de tester, 4-5 adolescents ou enfants. Donc c'est ça, on teste aussi, on fait de l'épilepsie donc, pédiatrique et adulte. Et aujourd'hui, si vous voyez dans le zoom ici, on a un certain monsieur Alexandre Desjardins qui est avec nous, qui est un patient qui a suivi l'ensemble de la procédure de chirurgie de l'épilepsie avec nous et je vais lui proposer de témoigner. Donc Alexandre, si tu es d'accord, je vais juste présenter quelques diapositives de Laurence avant de te faire intervenir. Donc pour le cas d'Alexandre, quand on l'a vu, il y a quelques temps, il a 26 ans, il est droitier, et il avait un... Oh, pardon, vous ne voyez pas ma présentation? Parfait. Et donc Alexandre avait une épilepsie focale pharmacorésistante avec un échec de 13 médicaments différents. Donc il y a eu le début de ces crises à 12 ans, et la sémiologie, donc les symptômes et les signes associés aux crises, étaient associés à des mouvements. Beaucoup, donc c'est des crises qu'on appelle hypermotrices, avec des mouvements de la tête de gauche à droite, avec la fréquence des crises pluriquotidienne. Donc Alexandre pourra nous décrire ça plus en détail. Les données de neuroimagerie non invasive ont permis de voir des anomalies dans une région frontale gauche, avec un hypométabolisme dans cette région. Donc ici, vous voyez par exemple
un début de crise lors d'un enregistrement EEG chez Alexandre, où là on a une activité normale, donc chaque ligne que vous voyez ici, c'est un signal d'une électrode qui est posée sur la tête de notre patient. Et dès que la crise commence, vous voyez, je parlais d'hyperactivité, d'hypersynchronie, tout le réseau se met à exploser. Donc on a une hyperactivité qui va se propager partout dans le cerveau. Donc ici, c'est l'hypométabolisme qui avait été observé dans cette région spécifique frontale. Donc Alexandre a suivi le programme d'implantation d'électrodes à l'hôpital Enfant Jésus avec nous, avec justement des électrodes qui avaient pour but de cibler cette région qui était proche du cortex moteur. Et en plus des acquisitions, donc l'objectif ici, c'était d'enregistrer des crises naturelles, donc qui se généraient toutes seules, et des crises en réponse à des stimulations. Donc l'idée, c'est provoquer la crise en stimulant spécifiquement les différentes régions. Ici. Après 10 jours de monitoring, l'équipe médicale a été en mesure de déterminer la zone responsable de ces crises et de proposer une chirurgie. Et maintenant, Alexandre, je vais te donner la parole pour que tu nous racontes ton vécu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, j'ai eu la chirurgie de l'épilepsie le 23, le 13 février 2023, exactement. Puis Paul, la neurochirurgienne, avant de faire cette opération-là, m'a dit que ça allait être ma nouvelle vie, puis je peux vous confirmer sur la tête de mes enfants que ça a changé ma vie de A à Z. Donc, si je commence un peu, là, Philippe nous a fait un petit résumé de ce que j'ai eu. Moi, j'ai commencé à faire des crises à l'âge de 12 ans. En moyenne, je faisais entre 15 à 25 crises d'épilepsie par jour. Pendant un moment aussi, j'ai arrêté de faire des crises, donc j'ai pu avoir mon permis de conduire, j'ai pu commencer une vie à peu près que je pourrais qualifier de normale. Sauf que les crises sont déjà sont réapparues. Puis comme c'est pas très fréquent chez les épileptiques qu'il y ait un moment d'arrêt complet, puis un nouveau moment de début de crise, ben il y a eu une investigation. Une investigation qui a été dans le sens qu'on pensait que c'était plus des crises non épileptiques qu'on appelle aussi les CNEP. Donc, ces crises-là, en fait, c'était mes crises d'épilepsie, sauf que c'était pas assez peut-être connu dans le temps. Donc, on a un peu négligé l'importance du suivi parce que l'épilepsie, ben, moins suivi, ben, le patient donc, peut être dangereux aussi, pas seulement pour lui, mais pour autrui. Donc, malgré les crises que je refaisais à répétition, puis que j'expliquais aussi à l'équipe médicale que, hey, je fais des crises, et quelque chose, ben, on me disait, ben non, t'en parleras au psychologue dans la prochaine semaine, etc. On va trouver une solution. Euh, j'ai fait un accident de la route, il n'y a pas eu de mort, il y a eu des blessés. On m'a même envoyé 4 jours en prison. Pour après ça, les neurologues ont dit, ah, il faudrait peut-être faire d'autres tests supplémentaires parce que c'est vraiment pas normal. Les autres tests ont été faits, puis ça a été, même pour en 24 heures, j'ai eu les réponses pour me dire, ah, finalement, les crises que tu faisais, c'était d'origine épileptique. Puis après ça, ben, la neurologue m'a transféré aux soins de Dr Martineau, qui a réussi à me convaincre de me faire opérer. Tu sais, avant, j'aurais même pas été ouvert à me faire opérer à la main, là, juste pour me donner une idée. Puis j'ai eu 2 interventions au cerveau, donc une avec les électrodes implantées, puis une pour faire la résection. Tu sais, l'épilepsie, ça a l'impact la vie au quotidien. Tu sais, lorsque tu n'as plus de permis de conduire, ben, il faut que tu trouves un emploi qui est accessible en transport en commun. Puis peut-être, tu sais, c'est assez gros à Québec, donc la marche est plus ou moins difficile pour c'est d'avoir un emploi que tu peux faire. Puis vu que tu fais des crises de répétition dans une journée, ben ça n'impacte pas. L'employeur il dit ouais, il va faire une crise peut-être dure pour l'image d'entreprise. Donc, tu sais, je vous dirais que, mettons, mes rapports d'impôts, là,
le nombre de lignes d'employeurs était catastrophique. Puis, tu sais, je me faisais poser plein de questions, en disant, ah, pourquoi tu as une job ou une autre? Puis, tu sais, je me suis adapté, j'ai changé mes études, euh, j'ai fait des études universitaires pour vraiment me spécialiser dans mon domaine, pour faire des jobs de gestion plus. Puis, ce qui était le pire dans tout ça, c'est la médication, les effets secondaires, tu sais. On a de la misère à verbaliser, prise de décision confuse, ou puis t'es tout le temps, je vous dirais le mot gelé ou dans la lune, là, t'es sur la drogue, là, t'es sur les benzodiazépines 4 fois par jour, donc mais tu réussis à être fonctionnel. Donc je vous avouerai que sans l'intervention de l'équipe de recherche, avec l'intervention de l'équipe médicale, je serais probablement pas aussi lucide pour vous parler aujourd'hui. Donc c'est un peu le résumé que ça a été. Tu sais, après l'intervention de résection, on a eu à peu près 1 an et demi pour enlever tous les médicaments. Là, aujourd'hui, j'en ai juste un seul. Ça fait quand même une bonne différence par rapport à 8-9 par jour. Puis donc c'est ça. Puis je peux avoir un emploi que j'aurais même pas pensé pouvoir avoir. Puis avec les 2 enfants, ben ça va super bien. Donc je- j'espère que ça fait un beau résumé de ce que la recherche peut faire chez la vie d'un patient. Je suis quand même quelqu'un qui est très ouvert à parler de ce qui s'est passé pour moi. Ça a vraiment changé ma vie. Je suis impliqué au niveau de l'association d'épilepsie de la ville, de la région de Québec, l'association québécoise, donc la province de Québec. Donc je m'implique vraiment à tous ces côtés-là parce que avec tout ce que j'ai vécu, puis ça, tu sais, je vous fais un résumé, mais je me dis, je veux pas, je souhaite ça à personne parce que ça a tellement un impact, pas seulement dans ta vie, ça a un impact social, psychologique, puis on s'entend, le stress crée des crises, donc c'est juste une boucle de répétition. Donc, c'est ça, j'encourage les chercheurs à pousser. Tu sais, je pense que je suis une preuve vivante que la recherche va donner des résultats. Puis, tu sais, j'en remercie, c'est ça, l'équipe de recherche et l'équipe médicale de m'avoir permis d'avoir cette nouvelle vie, comme je pourrais dire. Un immense merci, Alexandre, pour ton témoignage. Est-ce que vous avez des questions potentiellement pour Alexandre sur le suivi, l'opération, la récupération ou ce... Il n'y a pas de stress, hein. Je suis pas quelqu'un qui est gêné, j'en parle assez souvent. Donc, si ça vous tente, je suis là, sinon vous allez perdre l'occasion. Bonjour Alexandre. Alors Bonjour. moi, je suis la douce épouse du chercheur qui présente. Je voulais savoir, moi qui ai des jeunes enfants, est-ce que tes enfants ont été témoins de tes crises et du changement de leur papa au travers de cette vie? Euh, Alexandre, est-ce que tu m'entends? oui. Ah, parfait. Donc maintenant que tu es de retour, on avait des questions pour toi. Donc on va recommencer le tour de questions. Est-ce que tu avais entendu ma question tout à l'heure, Alexandre? Oui, oui, j'ai entendu, c'était par rapport aux enfants puis l'impact que, mettons, mes crises Oui, pouvaient avoir sur eux autres. ouais. Ben, en fait, ils étaient quand même plus jeunes, là. J'ai 2 enfants qui ont aujourd'hui, euh, j'en ai un qui s'en va sur son 7 ans au mois de juillet, puis j'en ai un qui vient d'avoir 5 ans. Donc, ils s'en sont plus ou moins aperçus. Ils m'ont plus vu un peu avant la chirurgie en 2023. Mais je pense que, à part le fait que, tu sais, en 2023, tu sais, j'avais l'air peut-être de Frankenstein un peu au début, là, mais là, la neurochirurgienne a très bien fait sa job. Je pense pas. Je suis content parce que, tu sais, les enfants, il faut, tu sais, on essaie des moins les bousculer possible, tu sais, puis, mais, mais c'est ça. Puis, je pense en même temps, tu sais, je fais juste un parallèle parce que là, vous parlez d'enfants. Ça a quand même été, tu sais, moi, ça a commencé au secondaire, là, dans le sens, je sais que Mm. vous autres, c'est pas le même système un peu, là, mais à partir de 13 ans jusqu'à à peu près 17 ans, les jeunes, quand tu fais des crises, sont quand même, ils sont moins gentils un peu avec les gens. Donc, c'est ça, c'est plus, c'est un peu plus difficile. Merci. Merci pour ce témoignage, Alexandre. Est-ce que tu as eu des explications sur les raisons pour lesquelles ton épilepsie s'est arrêtée pendant toute cette période et a reprise? Non, puis ça reste encore un mystère. Donc, on a plus ou moins euh, d'idées sur le pourquoi il y a eu un laps de temps où ça allait arrêter entre le début de mes crises lorsque que j'avais 12-13 ans, puis après ça, entre 17 ou 18 ans jusqu'à 21 ans. Donc,
C'est ça. Donc, on n'a pas de cause de pourquoi ça a redémarré, puis on n'a jamais aussi trouvé vraiment une cause spécifique sur ce qui crée, déclenchait mes crises dans une journée, parce que, bon, on s'entend entre 10 à 15 et plus par jour. Des fois, il y a peut-être des causes déclencheurs, mais on n'a jamais été capable de mettre vraiment le doigt sur le bobo, non? Merci. Super. Donc, comme vous le voyez, le type... pardon, il faut juste que je partage. Donc, le type de recherche, en tout cas, qu'on fait, le type d'approche qu'on utilise, en utilisant des outils de neuroimagerie, ben, en fait, ça peut avoir un impact direct sur la vie des patients. Et en fait, Dr Martineau, donc la neurologue avec qui on travaille sur ces projets-là, me disait qu'elle aimait beaucoup travailler en fait en épilepsie focale pharmacorésistante parce que c'est l'une des rares maladies neurologiques où on peut guérir réellement les patients. Donc, comme vous voyez dans le cas d'Alexandre, il est passé de 12 crises par jour, extrêmement handicapantes parce que c'était des crises extrêmement motrices, à une vie qu'il retrouve normale. Et donc ça a changé sa vie familiale et puis sa vie quotidienne. Donc en plus de ça, les patients sont très généreux de leur temps pendant qu'ils résident à l'hôpital et ils nous aident pour des projets de recherche. Quelque chose qu'il faut prendre en compte quand même quand on fait un protocole de chirurgie de l'épilepsie, c'est qu'on veut aussi, on va quand même faire un retrait d'une région cérébrale. L'objectif, c'est d'essayer d'éviter des séquelles neurologiques. Donc il y a un cas qui a été extrêmement étudié justement à l'Institut neurologique de Montréal par Brenda Milner, qu'on appelle le cas classique HM. Donc c'est un patient qui avait une épilepsie du lobe temporal. Le lobe temporal, c'est ces régions ici au centre du cerveau, donc là c'est une coupe, comme si le cerveau était coupé comme ça, qu'on appelle l'hippocampe. Et donc il y a eu une exérèse bilatérale des deux hippocampes chez ce patient-là qui ont affecté extrêmement ses capacités de mémoire. Donc c'est comme s'il se réveillait tous les matins et que c'était le lendemain de l'opération, si vous voulez, pour résumer. L'idée des protocoles de recherche qu'on développe, c'est essayer d'éviter ce genre de conséquences-là. C'est-à-dire qu'on essaie de voir, est-ce que la région qui a été identifiée par l'équipe clinique comme étant malade est utile pour diverses tâches cognitives. Et ces tâches-là, ça peut être par exemple des tâches de recherche attentionnelle. Donc par tâche cognitive, souvent c'est simplement on met un ordinateur devant le patient et on lui propose de faire une tâche. Par exemple ici, dans cette forme-là, je vais vous demander de trouver un T. Est-ce que vous arrivez à identifier où se trouve la lettre T? Donc ça, c'est une tâche qui est plus pour tester les capacités visuelles, mais aussi attentionnelles. Donc là, vous allez être en mesure de voir la lettre T. On va tester ce type de tâche ici, par exemple, dans une condition recherche longue, où tout est grisé. Et là, je vais vous demander, est-ce que vous arrivez à trouver cette lettre? Oui, tu l'as trouvée? Ok, ouais, vous êtes rapide. Donc ça, en fait, c'est des petites tâches cognitives qui ont été développées aussi en neuropsychologie, mais qui permettent de tester plein de fonctions cognitives chez nos patients. Par exemple, on a des choses qu'on appelle des localizers. Donc ça, on va essayer de localiser quelles sont les régions cérébrales associées à la perception visuelle et la mémoire. Donc par exemple, on va vous présenter des images d'animaux, des images d'objets, par exemple, ça peut être des marteaux. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre l'activité cérébrale intracrânienne pendant que les patients réalisent cette tâche-là. On a aussi des tâches de mémoire. Donc par exemple, je vous présente cette séquence de lettres, essayez de la mémoriser. Je l'ai fait disparaître, et puis je vais vous présenter une autre lettre, et vous devez me dire si elle faisait partie ou non de la séquence que je vous ai présentée. Alors? Oui, parfait. Donc ça permet de tester des fonctions très simples, mais qui sont utiles. Donc ça, c'est simplement de la mémoire verbale. C'est des fonctions très simples, mais ça nous permet de tester l'intégrité fonctionnelle des réseaux, et de surtout déterminer si, quand le sujet et le patient réalisent cette tâche-là, est-ce que la zone malade est impliquée. Donc comment on fait ça? On a aussi des tâches, par exemple, de lecture attentive, donc, où le patient doit lire un mot sur deux, donc une succession de mots qui va apparaître à l'écran, et le patient va lire un mot sur deux pour créer son histoire. Et nous, ce qu'on va comparer, c'est l'histoire sur laquelle il devait porter attention contre ce qu'il devait ignorer. Donc on a plein de tâches comme ça, des tâches auditives, des tâches tactiles. On teste énormément de protocoles pour essayer de comprendre justement si la zone malade est utile pour la cognition du patient. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Nous, on regarde l'activité pour chacune des électrodes qui est présente, qui est implantée dans le cerveau. Donc là, tous les petits rectangles que vous voyez ici, chacun, en fait, c'est un contact, une électrode pour lequel on a du signal.
Et ce qu'on cherche, c'est de l'activité en rouge, que vous voyez ici. Donc si on a une activité en rouge qui apparaît et qui est synchronisée avec la tâche, le stimulus que le sujet vient de recevoir, eh bien on va considérer que ces électrodes-là sont utiles pour cette tâche-là. Ensuite, on va regarder simplement, est-ce que ces électrodes font partie de la zone épileptogène? Donc là, par exemple, c'est une tâche auditive où on présente différentes catégories de sons aux patients, et les électrodes que vous voyez en vert ici, dans le cerveau, c'est les électrodes qui répondaient aux stimuli auditifs. Et en rouge, ici, vous voyez la zone épileptogène. La zone épileptogène, c'est la zone qui est responsable des crises. Dans ce cas-là, on n'a pas de recouvrement entre la zone épileptogène et les zones auditives. Donc, on peut, avec confiance, un peu relativement confiant, dire on ne peut pas conclure si une résection, en tout cas, affectera l'audition du patient. Et comme on a énormément de tâches, donc la perception auditive, visuelle, de la mémoire verbale, de l'attention, de la lecture, de la mémoire visuelle, on va faire une cartographie de toutes ces tâches-là. Donc là, chaque couleur que vous voyez, c'est des électrodes qui correspondent aux différentes tâches que le patient a fait. Et ce qu'on veut déterminer, c'est faire une prédiction entre le retrait de la zone épileptogène et les conséquences qu'on pourrait avoir. Pardon, je vais juste passer ici, hop, et revenir à l'autre étape. En plus de ça, donc comme on travaille avec de l'épilepsie focale, notre travail, c'est-à-dire qu'on va implanter beaucoup d'électrodes dans le cerveau du patient, mais il y en a seulement une ou deux qui vont être dans la zone malade. Donc toutes les autres électrodes qui sont implantées, elles sont considérées être implantées dans du cerveau sain. Donc grâce à la générosité des patients, et bien en fait, on va développer de nombreux protocoles cognitifs où on va regarder uniquement l'activité des régions saines. Et ça, on a pour objectif en fait, de comprendre les dynamiques cérébrales qui sont associées à la cognition chez l'homme. Donc on développe beaucoup de tâches différentes. Ici, les images sont simplement pour vous donner des illustrations. Donc on fait, donc ici par exemple, c'est une collaboration avec Robert Zatoré qui est ici et notre postdoctorant Jérémy Gainsbourg, ici aussi en collaboration avec Benjamin Morillon qui est à Marseille. On s'intéresse au système auditif, comment l'information auditive est intégrée en utilisant justement ce type d'enregistrement. On utilise aussi d'autres tâches très variées, donc perception visuelle et attention, où on va regarder l'activité uniquement des régions saines. Ici, l'objectif, c'est d'améliorer notre compréhension des dynamiques cérébrales qui sont associées à la cognition chez l'homme. Donc on fait ça pour des mécanismes visuels, mais également pour des mécanismes tactiles. Donc ici, les images, on n'a pas besoin de les regarder en détail, c'est plus pour faire joli, pour montrer qu'on fait des choses intelligentes, mais l'idée, c'est simplement de vous dire, avec la contribution extrêmement généreuse de nos patients, mais en fait, on peut aussi avancer notre compréhension des mécanismes cérébraux chez l'homme. C'est là que l'intelligence artificielle arrive, c'est-à-dire qu'on est ici présenté face à une large quantité de données. Et notre question, c'est est-ce qu'on peut utiliser des outils d'intelligence artificielle pour améliorer notre pratique. Donc je vais vous présenter très rapidement, en quelques mots, comment on utilise l'intelligence artificielle dans notre cas spécifique. Mais ensuite, avec Daniele, on aimerait bien commencer plutôt une discussion avec vous, donc plus vraiment une présentation, pour voir un peu quel est votre sentiment par rapport à l'intelligence artificielle, comment on peut l'utiliser, et puis les neurosciences en général, et aussi les concepts de sciences ouvertes. Donc, dans notre cas spécifique, le message que je veux surtout vous transmettre, c'est que les outils d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on utilise comme un outil. C'est-à-dire que ces outils statistiques très puissants nous permettent de détecter dans l'activité cérébrale des profils d'activité qu'on ne serait pas en mesure de voir, si vous voulez, à l'œil nu ou avec des outils statistiques classiques. Donc, c'est une manière pour nous d'utiliser ces algorithmes-là pour améliorer l'analyse de nos données, que ce soit à la fois en clinique ou en recherche. Mais on utilise ces données-là, enfin ces outils-là, vraiment comme un outil statistique. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui va générer
par exemple, comme ChatGPT, des données. C'est quelque chose qu'on utilise simplement pour essayer de comprendre le fonctionnement cérébral. Et c'est avec cette introduction-là que je vais vous redemander de reprendre votre téléphone et de répondre à ces deux petites questions pour qu'on ait une idée un petit peu générale de ce que vous pensez de la relation entre l'intelligence artificielle et les neurosciences. Super, alors on va regarder vos réponses à la première question, c'est est-ce que selon vous on peut lire dans les pensées grâce à la combinaison entre l'intelligence artificielle et la neuroimagerie? Donc on a une majorité de réponses non, aucun oui, pas encore mais ça viendra, et c'est de la science-fiction pour 33%. Est-ce qu'on peut rétablir la marche grâce à des implants cérébraux? Pas encore mais ça viendra, et oui. Je vais vous montrer deux études qui ont essayé d'étudier justement ces questions-là. Ce ne sont pas des études que nous, on a développées au laboratoire, donc c'est des études d'autres centres de recherche. Et l'idée générale, en fait, c'est ici de vous montrer comment l'intelligence artificielle peut être un outil pour l'analyse justement des données et essayer d'améliorer notre compréhension du fonctionnement cérébral, mais quelles sont les limites et surtout qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça. Donc pour la première question, est-ce qu'on peut lire dans les pensées grâce à l'intelligence artificielle? Je vois que personne n'a mis oui, et j'ai eu tendance à être vraiment d'accord avec vous. En fait, ce qu'on peut faire avec les outils d'intelligence artificielle, c'est essayer, en entraînant des modèles, d'estimer ou de prédire ce que le patient peut avoir en tête, mais pour des choses extrêmement spécifiques. Donc, je vais vous montrer un exemple d'une étude où ils ont mis leur sujet dans une IRM et ils leur ont présenté 8000 visages différents. Donc ça n'a absolument aucun lien avec la vie qu'on peut avoir. En quelques heures, on n'est jamais exposé à 8000 images différentes. Les patients, enfin les sujets qui sont exposés à ces différentes images, mais en fait, on obtient une activité, un profil d'activité dans le cerveau qui va être spécifique à chacune ou caractéristique de ces visages-là. Une fois que l'algorithme est entraîné, basé sur ces données-là, on va représenter un nouveau visage au patient dans l'IRM et on va enregistrer le pattern d'activité du cerveau. Basé sur ce profil d'activité du cerveau, on va demander à une IA génératrice de générer un visage. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, c'est les images qui ont été présentées au sujet une fois que l'algorithme a été entraîné. Et ici, c'est les images qui ont été générées basées sur l'activité du cerveau en réponse à ces stimuli. Vous voyez que c'est une tâche qui est hautement spécifique. C'est-à-dire qu'on a entraîné un algorithme à avoir des visages, et on a essayé de tirer pour chaque sujet quel était le profil, si vous voulez, la signature fonctionnelle associée à ces visages-là. Mais vous comprenez qu'on est très 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 loin de lire dans les pensées. Le cerveau, c'est quelque chose de dynamique où énormément d'informations, énormément de choses se passent dans un très court laps de temps. Donc la façon dont on fait ce type d'études-là, c'est considérer un peu le cerveau comme étant très statique, c'est hautement spécialisé. Donc la réponse qu'on peut donner à cette question-là, c'est non, les outils d'intelligence artificielle ne nous permettent pas, ils sont très très loin de nous permettre de lire dans les pensées. L'autre exemple qui, lui, est très encourageant, c'est est-ce qu'on peut rétablir la marche grâce à des implants cérébraux? Donc là, les deux réponses qu'on avait eues, c'est pas encore, mais ça viendra. Et l'autre réponse, c'était oui, on peut le déjà. Et là, il y a une étude que vous avez peut-être déjà vue passer, qui est vraiment très intéressante, dans un cas de paraplégie, où en fait, on a eu une section de la moelle épinière. Donc, comme on parlait d'un système électrique, le cerveau, où l'information est envoyée à partir du cortex vers les effecteurs via la moelle épinière, si on a une section des câbles ici, l'information ne se rend plus. Et ça va provoquer justement des paraplégies ou des tétraplégies si la section est plus haute. Donc il y a une équipe de recherche menée par Grégoire Courtine qui a développé un implant qui va aller sur la moelle épinière au-dessus de la section pour, si vous voulez, faire un pont au-dessus de la lésion, autour de la lésion. Donc on met un implant sur lequel on va enregistrer l'activité des nerfs et de la moelle épinière qui va permettre en fait, en l'entraînant avec des outils d'intelligence artificielle, de prédire qu'est-ce que le patient souhaitait faire comme mouvement.
Et avec énormément d'entraînement de l'algorithme et énormément de pratique chez le patient, ils ont été en mesure de montrer récemment, ici juste par une petite vidéo que je peux vous montrer ici, que ce type d'outil-là peut commencer à aider le patient à rétablir la marche. Donc ici, par exemple, c'est un patient sans la stimulation. Suivi d'une stimulation où l'activité dans la moelle épinière au-dessus de la lésion va être enregistrée et on va aller stimuler les muscles en parallèle. Donc ça pourrait être quelque chose de révolutionnaire pour les patients atteints de lésions de la moelle épinière et atteints de paraplégie. Donc c'est quelque chose, et là encore, vous voyez, c'est un outil hautement spécifique. L'algorithme ici, il est entraîné uniquement à essayer de prédire les décharges électriques et le pattern d'activité dans les décharges électriques pour ensuite aller stimuler les muscles qui vont aller se contracter. Donc c'est des approches qui sont très puissantes et qui peuvent être utiles dans la santé. Mais il y a toujours un débat autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle et le message que je voulais en tout cas donner par rapport aux travaux que nous, on développe dans les neurosciences, c'est qu'on voit vraiment ça comme un outil d'optimisation, si vous voulez. C'est un outil qui nous permet de voir des profils d'activité dans le cerveau qu'on ne serait pas en mesure de voir avec des analyses classiques, mais on est loin d'un cerveau ordinateur. Et c'est là que Daniele et moi, on aimerait bien débuter une discussion un peu avec vous. Donc Daniele, je t'invite à me rejoindre pour savoir en fait, qu'est-ce que vous pensez généralement de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une intelligence au sens biologique? Est-ce que l'IA est une boîte noire et ce genre de choses? Donc je te propose de lire.